Bienvenue, Jim le Veilleur, visionnaire depuis plus de 20 ans, qui éveille comme il peut ses citoyens et ses concitoyens, n'est-ce pas? Heu, Bienvenue sur Tribune Libre. Je Si, suis ravie et comme on dit: «Pas d'erreur, c'est le chieur». Alors j'adore ce slogan. Je suis ravie, vous voulez qu'on se tutoie, donc on va se dire tu, Jim. Donc tu es le bienvenu sur Tribune Libre. Je trouve que tu as du caractère, beaucoup d'humour et beaucoup de clairvoyance. C'est très important de nos jours, mais ça fait depuis plus de 20 ans que tu nous alertes sur des choses qui peuvent être angoissantes, à savoir, le crédit social, toutes les manipulations finalement de la part des gouvernements qui ne nous veulent pas que du bien. Alors à toi la parole. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu ton parcours? Parce que tout le monde, même si beaucoup de gens te connaissent, tout le monde ne connaît pas ton parcours. il y a merci beaucoup pour cette présentation. Il y a des gens qui s'imaginent que je travaillerais pour quelqu'un ou pour quelque non, je suis un citoyen lambda, tout simplement. Je suis musicien professionnel à la base, moi depuis, plus de 30 ans et plus récemment thérapeute professionnel, en médecine chinoise et homéopathie, donc je suis parti sur autre chose parce que voilà. Covid oblige, hein, j'ai dû bifurquer sur une autre voie professionnelle. J'ai absolument aucune base journalistique ni, voilà, ni dans ce domaine, ni dans la géopolitique. Simplement, j'ai toujours eu cette vision depuis très jeune, hein, c'est pas depuis 20 ans, c'est depuis très, très jeune, qu'il y avait un système de caste mondial, une oligarchie, qui tienne les finances de manière familiale, à l'image de la Federal Bank américaine qui est tenue par 7 familles qu'on peut parfaitement identifier. Il suffit d'aller vérifier, hein, c'est pas une histoire de complotisme, enfin, s'il y a complotiste, c'est qu'il y a complot, hein, c'est pas compliqué, hein. Il y a effectivement un système de caste mondial bancaire qui, lui-même avoue et se dit, faire le plan de Dieu avec la banque. C'est eux qui le disent. Ils le disent à la Goldman Sachs, ils l'ont dit à la JP Morgan, je sais plus, donc ces gens-là le disent. Ils se cachent pas et donc ils ont une vision, eux, eschatologique et ils ont un plan eschatologique, idéologique, religieux, appelez-le comme vous voulez et moi je le vois. Je le vois et je vois comment ils appliquent leur plan chaque mois, chaque année. Ils avancent, ils font et là, on arrive à la fin parce qu'ils sont démasqués, de plus en plus démasqués et donc ils assoient une espèce de dictature maintenant parce qu'ils tiennent tout. Ils tiennent les médias, ils tiennent la politique, ils tiennent le pharmaceutique, déjà, ils tiennent la police, l'armée, quand on tient ça, l'alimentaire. Donc évidemment, tenant tout, ils arrivent à faire avancer un plan qui est pour moi diabolique. C'est vraiment on est sur du satanisme, ni plus ni moins. Voilà. Donc, j'ai cette vision depuis très longtemps et donc je me permets de dire, bah, à mon avis, avec leur logiciel, bah, il se passera ça, il va se passer ça, il se passera ça. Et puis effectivement, c'est écrit dans certains de leurs bouquins aussi qu'ils vont faire ça, 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 ça. Ils veulent dépeupler la population mondiale. Donc ils se cachent pas, ils le disent. Attali l'a dit pendant des années, il l'a écrit. C'est pas des gens qui se cachent, c'est parce qu'on veut pas le voir. Et maintenant qu'on le montre et qu'on le révèle, on nous traite de complotistes. C'est hallucinant. Donc tu es plus curieux que la moyenne, tu dirais, depuis longtemps? Oui, je pense que c'est une histoire de curiosité et aussi peut-être, sans vouloir me vanter, de qualité des questions qu'on se pose. Si on se pose des questions de qualité, on obtient des réponses de qualité. Parce que si on se pose des questions débiles qui n'ont pas de sens ou qui n'ont pas de valeur, on va pas loin. Moi, les questions que je me pose, c'est quel est leur but? C'est quoi le but, en fait, dans cette histoire? Ils ont un but. Le but, c'est de prendre le pouvoir mondial. En réduisant la population pour pouvoir mieux contrôler les gens. C'est pas compliqué à comprendre, c'est très simple. D'ailleurs, on en voit un premier un test depuis l'affaire Covid. On voit le test se renouveler pendant les JO. Tu nous as parlé dans une vidéo récente sur ton excellent compte TikTok, une vidéo donc qui parle du 25 août prochain. Que va-t-il se passer pour, les spectateurs de Tribune Libre le 25 août prochain? Je sais pas, ça dépend de ce que vous allez révéler. Bah, vous aurez plus le droit de laisser passer certains propos. Alors, selon Thierry Breton, qui, appelleront à la révolte, heu, qui appelleront, je sais pas, qui soutiendront le terrorisme, par exemple, comme le terrorisme palestinien, hein, des enfants de 5 ans qui essayent de courir pour éviter les bombes. Ça, c'est du terrorisme, il paraît. Donc on n'aura pas le droit de les soutenir. Là, vous savez que les Américains sont en train de menacer le tribunal de la Haye, menacer le tribunal de la Haye parce que le tribunal de la Haye s'apprête à délivrer des mandats internationaux d'arrêt contre Netanyahou et ses ministres. Vous le savez ça?
Le gouvernement américain s'apprête à menacer le tribunal de la Haye. Quand on en est là, moi je dis il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est planter le drapeau israélien sur le pôle Nord et dire que la planète est bleu-blanche. Et c'est tout, ça y est, merci, on est tous donc soit à la botte d'Israël, soit israéliens. À mon avis, on est plutôt à la botte d'Israël. Ça, c'est parfaitement vérifiable sur certains sites, si vous voulez donner des indices, parce qu'on dit toujours aux gens: «Allez vérifier par vous-même». Mais vérifiez par vous-même. Ça fait 4 fois que je vois passer l'info sur 4 médias différents. Les États-Unis se préparent à menacer le tribunal de la Haye si ils émettent la semaine prochaine des mandats d'arrêt contre Netanyahou et ses ministres. C'est pas compliqué. Donc ça veut dire qu'on n'a plus le droit de critiquer. On doit soutenir un État qui aujourd'hui commet des crimes de guerre nombreux et des crimes contre l'humanité, ainsi qu'un génocide, parce que c'est un génocide. Il faut dire les mots, c'est un génocide. Quand on expulse une population entière avec l'impossibilité de revenir habiter chez eux un jour, ça s'appelle un génocide. Voilà. Même si on a tué que 40 000 personnes, c'est quand même un génocide. Point. Mais de toute façon, c'est pas leur coup d'essai. Vous savez, l'État profond, vous savez, les Américains, après le 11 septembre, ils ont tué plus d'1 million de civils en Irak. Personne n'en a jamais parlé. 1 million, C'est l'État qui a déclenché le plus de conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. bien évidemment, bien évidemment. Donc ça les dérange pas, hein. Ils sont pas à 40 000 personnes près, les enfants, tout ça, c'est pas grave. Ce qui les dérange, c'est qu'on en parle. Parce que le fait d'en parler, de montrer des images, de découvrir des charniers avec des enfants et des gens qui ont été torturés, attachés et enterrés vivants pour certains, ça c'est pas bon, c'est une mauvaise presse. C'est tout ce qui les dérange. Donc à partir du 25 août prochain, pour répondre à la question, bah, on n'aura plus le droit d'en parler, point. Tout près. Vous, vous êtes attaché comme nous tous au réel et au fait de pouvoir dire les choses, en fait. Il me semble que c'est quand même la seule raison de vivre, c'est quand même la vérité. C'est-à-dire quand même que les gens sachent ce qui se passe. Sinon, je vois pas comment on peut lutter contre un ennemi si on ne sait pas qui est l'ennemi et si on ne sait pas contre quoi on lutte. C'est quand même extrêmement important. On est dans le mensonge généralisé du matin au soir dans les médias, sachant que les médias appartiennent aux mêmes. L'Union européenne, c'est une mafia, selon vous? Bah, je, à partir du moment où Van der Leyen n'est pas élue par des Européens, me semble-t-il, elle est placée. Donc, il y a aussi là-dedans des gens qui ne sont absolument pas des élus et qui font la pluie et le beau temps. Donc c'est une oligarchie, c'est un système oligarchique, l'Union européenne. C'est un second États-Unis qui rêverait de voir disparaître la souveraineté des nations européennes au profit d'une supranation européenne qui nous représenterait donc tous à l'ONU, par exemple. Et dans ces cas-là, et je pense qu'ils vont y arriver, la France disparaîtra en tant que nation souveraine, ainsi que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Oui, bien sûr, c'est une grosse mafia. Ça a été imposé par la Goldman Sachs et je pense les BlackRock derrière, qui de toute façon, encore une fois, sont des gens qui gèrent l'argent de ceux qui tiennent la Fédérale Banque américaine, la City de Londres, voilà, la BCE, le FMI, toujours la même chose. Hein. Pas compliqué à comprendre. Hein. Même l'Ukraine. Hein. L'Ukraine, c'est l'argent de BlackRock. Ils endettent, ils surendettent l'Ukraine avec des milliards et des milliards et des milliards. Donc les Ukrainiens jamais ne pourront sortir de ce surendettement. Et en attendant, ils achètent les terres ukrainiennes cultivables. Ils en ont déjà acheté les 2 tiers. C'est un vol, c'est un hold-up, ou par la guerre, ou par autre chose. C'est toujours du vol. Et le peuple français bientôt va comprendre, les agriculteurs comprennent en ce moment. Ce soir, je reçois 2 agriculteurs encore dans une situation, on les tue, on les tue, on les flingue. On peut préciser que vous vivez au Maroc, mais que vous faites souvent de la communication avec des Français, en fait. Vous restez en contact avec le pays. On se demande pourquoi, effectivement, mais oui. Je pourrais très bien dire que je n'ai plus rien à faire avec ce pays puisque je suis très longtemps que je suis parti et moi je vis très bien au Maroc et je vous assure, venez voir hein, pour que vous compreniez ce que c'est qu'un pays où on vit normalement. Pas de valeurs LGBTistes, pas de valeurs, je sais pas, enfin c'est n'importe quoi, la France. N'importe quoi, l'insécurité, enfin tout ce qu'on me raconte et en fait, c'est par compassion, moi, que je continue à parler de la France parce que ça me fait pitié de voir franchement les gens dans cet état, surtout ne pas réagir. Je comprends pas, en fait. Et vous pensez que vous serez protégé longtemps au Maroc? Sauf si, les occidentaux ne freinent pas, cette déferlante? J'ai pas l'impression d'être spécialement protégé, tout court. Heu, mais bon après j'ai pas non plus l'impression de faire quelque chose de mal, Mmh. vous voyez? Moi j'œuvre pour la vérité, j'ai pas d'ennemis.
Je n'en veux pas spécialement aux Israéliens, le peuple israélien qui aujourd'hui se révolte aussi. J'ai rien contre la communauté juive, j'ai rien contre personne, ni contre la communauté ni musulmane, ni chrétienne, ni rien. Moi, je suis pour la fraternité généralisée. Le problème, c'est qu'on a une clique de cinglés qui a pris le contrôle. C'est ça la vérité. Et qu'en Israël, vous voyez bien qu'ils ne représentent pas les Israéliens, puisqu'ils sont dans la rue, ils réclament la démission. Donc, quelque chose qui tourne pas rond. On est entre les mains de gens qui sont des criminels, par contre. Et est-ce que je serais protégé de criminels? On n'est jamais protégé de criminels. Le jour où ils ont décidé de vous éliminer, ils vous éliminent. Vous savez, c'est pas. Moi, j'aimerais juste à un moment donné que les gens ouvrent les yeux sur le fait qu'il y a des criminels à la tête du monde occidental. Voilà, c'est très important parce que c'est quand même très très grave de les laisser au pouvoir. Moi, je trouve. Voilà. D'ailleurs, vous aviez découvert l'existence de Klaus Schwab à quel moment précisément? Ah oui, alors Klaus Schwab, c'était juste avant la pandémie Covid. Vers 2018-2019, j'ai dit: «Tiens, ce mec, c'est marrant». Je le connaissais pas, hein, et pourtant, j'ai fait pas mal de recherches et je me suis aperçu, en fait, quand Macron a été élu, donc c'est ça, vers 2017, je me suis aperçu que Macron faisait partie d'une clique, qui sortait d'une école, l'école des Young Global Leaders, et cette école, elle est dans le Forum économique mondial de Davos, et c'est donc Klaus Schwab qui dirige ce forum, et je suis allé un petit peu, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce mec?» Et en fait, on s'aperçoit que Olivier Véran, des tas de ministres dans le monde entier, la première ministre néo-zélandaise, Trudeau, ils sortent tous de cette école. Et après, on entend Klaus Schwab qui se vante de dire: «Grâce à nos agents Global Young Leaders, nous avons infiltré tous les gouvernements». Et après, on dit que c'est nous les complotistes. C'est extraordinaire. Voilà, donc ce qui fait qu'effectivement, le Oui. Forum économique mondial forme des élèves, dont certains sont présidents, comme le nôtre, avec une idéologie très simple, c'est d'appliquer le livre de Klaus Schwab, le Great Reset. C'est-à-dire la fin de 70% des PME, PMI, l'imposition. Mais c'est monstrueux. Là, moi, j'écoute là des gens qui ont des PME, PMI en France, ils sont en train de mourir. Mourir, parce qu'ils peuvent plus payer l'électricité. Il y a toujours une raison. On leur cherche des trucs. Ça, c'est calculé, bien entendu, c'est fait exprès. Faire mourir les gens, les agriculteurs, les pousser au suicide, en fait, tout ça, c'est voulu. L'euthanasie aussi, au Canada, ils ont un petit cran d'avance sur la France. L'euthanasie, si vous avez plus d'espoir, bah, allez vous faire tuer, c'est gratuit, hein, on vous fait pas payer en plus, c'est gentil. C'est gentil. Il y a quand même un petit peu de gentillesse dans tout ça, non? Ah bon? Ouais, si vous voulez vous débarrasser de votre belle-mère, ouais, ça peut être sympa, sinon je vois pas. J'essaie de faire de l'humour parce que c'est très, très grave. Vous avez beaucoup d'humour dans vos vidéos d'ailleurs. Tu as beaucoup d'humour. C'est de l'humour noir en réalité, parce que moi ça ne me fait pas rire si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une façon de réagir, de mettre une espèce de carapace de clown. J'ai l'habitude de le faire parce que je suis chanteur et que j'ai l'habitude de faire la scène, donc j'ai l'habitude de me carapacer en clown, mais en réalité ça ne m'amuse absolument pas. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui vit, je suis quand même assez tendu, dans la vie, c'est-à-dire que je ne vois pas de perspective d'avenir très, 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 très lumineuse là. Donc et comme je suis quelqu'un qui anticipe toujours, je je suis pas très heureux au quotidien. Les gens qui me côtoient le voient. Ils disent: «Mais qu'est-ce que tu as? Tu fais la gueule». Je fais pas la gueule, je suis supra préoccupé, très, très préoccupé par l'avenir proche. Parce que je vois des guerres arriver, je vois des attentats terroristes arriver, une nouvelle pandémie arriver, et que tout ça, c'est dans leurs papiers, quoi. Et Mmh. quoi avoir peur? Parce qu'il y a déjà des vaccins ARN qui sont aussi prêts, et que l'ARN, on le sait, ne fonctionne pas et ne fait que buter les gens. Donc, heu, moi, j'ai très, très peur de l'avenir par rapport si l'OMS obtient son droit global de gérer les crises sanitaires, on est très, très mal. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. Tu inquiet pour les générations d'après? Qu'est-ce qu'ils vont devenir les pauvres gamins là? Qu'est-ce qu'on va leur offrir? Quoi? Une identité numérique? Un compte en banque numérique? Un passe carbone pour si jamais ils voyagent plus de 3 fois dans l'année, ils devront payer des taxes. C'est ça qui arrive, hein, pour 2030, hein. C'est ça le plan 2030 de Klaus Schwab. Donc on pourra plus voyager. Vous avez vu que Airbnb a envoyé un communiqué mondial disant qu'à partir du 6 juin prochain, on aura peut-être des restrictions de voyage? Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ce pastis? Et en 2030, si on n'a pas l'identité numérique, si on n'a pas tout ça, on pourra plus voyager? C'est dans leur papier ça, je dis pas que ça va arriver, c'est dans leur paplard. C'est ce qu'ils veulent faire.
Et comme l'argent devra devenir numérique et que tout sera relié à votre identité numérique, si vous voulez pas être picousé, si vous voulez pas payer, ben ils vous couperont vos comptes en banque. Et vous vous rendez compte vers quoi on va? C'est l'horreur absolue. Donc moi, ouais, je m'angoisse un peu, c'est vrai, je le dis parce que je me demande où je dois aller. Je me dis: «Est-ce qu'il faut que j'aille en Polynésie? Est-ce qu'il faut que je sais pas». Bah oui, bien sûr, et l'humour est une échappatoire, je comprends tout à fait. Vous parliez aussi dans une vidéo intéressante assez récente de l'ingénierie climatique qui existe depuis bien longtemps, et ça, c'est parfaitement vérifiable. C'est pareil, on ne peut pas nous traiter de zinzin, avec beaucoup d'imagination puisque effectivement ça existe. Vous avez même vu ce qui s'est passé à Dubaï, vous en pensez quoi? Alors bon, à Dubaï, je pense que c'est un ensemble de choses. Ils ont ensemencé des nuages et en plus, il y a eu des conditions climatiques qui ont fait que ça a fait plus. Heu, mais oui, l'ingénierie que l'ensemencement des nuages, c'est pratiqué depuis je ne sais combien de décennies. Mais même, vous savez, on parle de chemtrails, c'est pas vrai, mais ils en parlent à l'ONU ouvertement de la géoingénierie. Comment est-ce que les gens peuvent encore dire que c'est du complotisme? Et même la presse, comment les médias peuvent encore dire ça? Ils en parlent à l'ONU depuis plus de 10 ans, ouvertement. Au Maroc, ils l'ont dit qu'ils pratiquaient ça depuis, 2000, depuis 2002, ils pratiquent, ils essayent de faire pleuvoir. Mais ça marche pas toujours parce qu'il faut des conditions pour qu'il puisse, pleuvoir. C'est pas évident sur un ciel très bleu, très sec comme il y a au Maroc, ça marche pas toujours. Il faut qu'il y ait un minimum d'humidité. À Dubaï, il y a énormément d'humidité, même si on est dans le désert, bah, on est au bord de la mer, donc fatalement, il y a de l'humidité, il y a de la condensation et ça permet l'ensemencement. Sauf que quand on y va un peu trop fort, on se retrouve voilà, ça me fait rire par contre, parce que je trouve Ouais. Et d'ailleurs, vous avez intégré dans une de vos dernières vidéos un reportage qui date de 2013 où la présentatrice, explique en fait cette ingénierie climatique. et oui, il s'en cache pas, je vous dis, c'est et puis alors moi, ce qui me fait le plus peur, c'est d'abord, primo, c'est qu'il y a Bill Gates qui a toujours son mot à dire là-dedans, qui est toujours dans tous les plans foireux, Bill Gates, hein. Il est toujours là, avant tout le monde, dans tous les plans dégueulasses qui existent sur la planète aujourd'hui, hein. Il faut le savoir, ce mec devrait être derrière les barreaux dans un monde normal. Aujourd'hui, bien sûr, dans un monde inversé, il est à la tête, c'est logique. Il est derrière toutes les saloperies. On vient de lui donner l'autorisation de pulvériser en haute atmosphère des produits chimiques pour bloquer les rayons solaires. Mais qui lui a donné l'autorisation? Vous? Moi? Lui-même, il se l'est donné à lui-même. Tranquille. Le mec, il va bombarder des trucs. Après, on vous dit que c'est le sable du Sahara si le ciel est orange. C'est extraordinaire. Vous vous rappelez de la vague pendant le Covid? Il y avait eu une vague Mmh. Je où me le ciel souviens. était orange Mmh. et où ça sentait le soufre. Oui, Ça avait traversé l'Europe. Vous croyez que c'est le sable du Sahara, absolument. le soufre? Non, je ne pense pas. Hein? Voilà. Donc ils font mumuse. Ils balancent là-haut des trucs. Bill Gates, il modifie des moustiques, il leur fout la dingue, et après il balance ça sur les gens de Floride, les gens du Panama, et puis tout le monde a chopé la dingue jusqu'au Paraguay. J'ai des gens qui m'écrivent, on a chopé la dingue 4 fois cette année. Parce que Bill Gates balance des moustiques avec la dingue. C'est lui qui est dingue. Absolument, absolument. Vous pensez quoi de la monnaie numérique, la puce sur la peau, vous trouvez ça pratique? Non. Alors, la monnaie numérique, honnêtement, je pense que c'est l'avenir et qu'on ne pourra pas y couper. Je vous le dis franchement, c'est pas que je le veux. À mon avis, c'est pas possible autrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des avancées technologiques et qu'on ne peut pas aller contre. Euh, la blockchain est un coup de génie. La blockchain est vraiment une avancée technologique géniale. Euh, Même les cryptos, je trouve, quelque chose de génial. Le problème, c'est que ça leur permettra d'avoir le contrôle. Et ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que si effectivement demain on interdit les blockchains décentralisées, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas et qui ne sont pas traçables, et c'est ce qui va se passer, à mon avis, ils vont interdire les blockchains décentralisées, tout sera entre leurs mains. Donc c'est à double tranchant. À la fois, c'est une super avancée technologique et de l'autre côté, c'est un magnifique outil de contrôle. Et c'est ça le problème avec la technologie, y compris la reconnaissance faciale, c'est que oui, ça peut pas permettre d'attraper des violeurs, des voleurs, oui, c'est génial, il y a des caméras partout, mais ça permet aussi de vous tracer totalement. On le voit en Chine, hein, avec le crédit social. Non, pour moi, c'est une horreur de vivre dans un monde comme ça. Pour moi, la technologie doit être au service de l'humain. Elle ne doit pas asservir l'humain. Donc, Absolument. encore une fois, ça dépend des gens qui détiennent ces technologies-là. Si on a des gens mal intentionnés, bah, on va vers un monde orwellien. Quelle est la position du pouvoir selon vous au Maroc par rapport à ces projets? Le Maroc a toujours su hem, tirer le meilleur de toutes les situations.
pendant la guerre de 45, protéger les juifs. Il y a des juifs qui sont là depuis des centaines d'années. Il y a une très bonne entente entre toutes communautés, chrétiennes, musulmanes, juives et autres. Je pense que le Maroc est un pays pacifique, un pays de diplomatie, qui a réussi à se fâcher avec Macron parce que Macron est quelqu'un avec qui tout le monde se fâche. Mais en dehors de ça, le Maroc sait très bien tirer son épingle du jeu dans toutes circonstances. Et je pense qu'il sait être juste aussi. Voilà. Euh, Aujourd'hui, le souci, si vous voulez, c'est qu'on demande à toutes les nations du monde de prendre parti. C'est soit vous êtes pour la Russie, soit vous êtes contre l'OTAN. Et c'est terrible. Alors que, bon, évidemment, le Maroc a toujours eu de très bonnes relations avec la Russie. Pourquoi est-ce qu'on veut lui imposer demain de choisir un camp et de soutenir l'Ukraine? Le Maroc n'a pas de passif avec l'Ukraine. Il a par contre des bonnes relations fraternelles avec la Russie. On va lui demander de prendre parti. Aujourd'hui, c'est délicat. On va demander au Maroc de prendre parti pour Israël. C'est délicat. C'est un pays musulman. Vous comprenez? Donc, comment vous faites? Donc, aujourd'hui, le mieux, c'est quand même d'essayer de rester neutre dans cette histoire, parce que c'est dur de prendre parti. C'est dur. Le Maroc n'est pas antisémite, il ne veut pas jouer cette carte, il ne la jouera pas. Et bien entendu, c'est un pays musulman. Donc, comment se placer? Est-ce qu'on est obligé de prendre parti? Je veux dire, est-ce que vous et moi, toi et moi, pardon, on n'est ni musulmans, enfin moi je ne suis ni musulman ni juif, je ne sais pas si c'est le cas, et on est quand même obligé de prendre parti. Ouais, moi, j'ai décidé de ne pas prendre parti et d'essayer de prendre parti pour le réel, effectivement. Le souci, c'est Effectivement. de pas S'il y a prendre. massacre, il faut dire qu'il y a massacre. Voilà, c'est que on est quand même des êtres humains et que moi, quand je vois des enfants dans les bras de leurs parents qui pleurent, des enfants morts et déchiquetés, parfois même des enfants qui sont à l'heure où je vous parle en train de mourir de faim parce qu'il y a blocus sur l'aide humanitaire, ce qui est encore une forme de génocide. Moi, je peux pas rester indifférent. C'est pas être antisémite que de dire que ce qu'est en train de faire le gouvernement israélien est absolument dégueulasse, mais à un degré. Mais je crois que le Troisième Reich a pas fait pire. C'est pas, il faut le dire. Et aujourd'hui, il y a de nombreux juifs qui le disent, même des gens rescapés de la Shoah qui le disent. C'est dégueulasse. Ça fait pas d'eux des antisémites, ça fait d'eux des êtres humains. On est des êtres humains. On prend la défense de ceux qui souffrent. C'est normal. La compassion, c'est pas une histoire des christiques. On doit être dans la compassion. On a un cœur, on a une conscience quand même. On peut pas regarder des enfants mourir en disant ouais mais c'est normal, l'armée se défend. L'armée se défend contre des enfants de 5 ans. Et depuis quand quoi? Ils essayent de faire passer les musulmans pour des terroristes. Le Hamas, ils essaient de faire passer tous les Palestiniens pour des membres du Hamas terroristes. Mais c'est pas ça, c'est pas vrai. Est-ce que 2 milliards de musulmans sont terroristes? Alors, moi, je serais mort depuis longtemps. Alors, j'habite dans un pays à 30 millions de musulmans, je serais mort. Enfin, voyons, j'ai jamais été agressé en 17 ans. De quoi on parle? L'islam, c'est la paix, c'est pas la guerre. L'islamisme, c'est une idéologie qui est manipulée. Ça n'est pas là, ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est pas l'agressivité. Ce que vous voyez en France, hein, c'est pas du tout l'islam. Hein. D'ailleurs, les vrais musulmans de France se barrent, hein, se tirent de la France, hein, et ils ont raison. Vous avez étudié un peu l'islam ou pas Oui, spécialement? un petit Oui? peu. Et puis on me l'a aussi bien expliqué parce que je trouve qu'ici il y a des gens qui se comportent magnifiquement bien, qui ont des comportements qui sont très proches du mien, de ma façon de voir les choses. Et ce sont des gens qui sont dans la compassion, et donc qui m'ont expliqué l'islam, ce que c'est vraiment. Et moi, je suis pas musulman, mais cet islam pratiqué au Maroc est absolument, s'il était pratiqué partout, je vous assure, il y aurait beaucoup de musulmans. Parce que on est dans la paix, dans le partage. Il y a pas un mot plus haut que l'autre, il y a pas d'insulte. C'est interdit ça, vous voyez, dans l'islam. Tu peux pas dire nique ta mère, vas-y, tu vas, je vais sur le Coran, je vais te niquer ta mère. Mais ça existe pas. Et le mec qui dit nique ta mère et le Coran dans la même phrase, déjà, mais il serait mal vu ici. C'est c'est comme boire de l'eau pendant le ramadan en pleine journée. Tu as pas le droit de faire des choses pareilles. Donc, l'attitude est ce qu'il y a de plus important dans l'islam. L'attitude. Vous devez vous comporter de manière correcte partout où vous allez, dans le respect. En France, de ce que je vois parmi certaines jeunesses délinquantes, ils citent beaucoup le prophète, ils citent beaucoup le Coran pour faire des actions qui sont absolument répréhensibles et dégueulasses. Et ces gens-là ne sont pas musulmans, il faut quand même qu'ils le sachent. Il ne faut pas être musulman et délinquant. Ça n'existe pas. Voilà. Donc on se trompe. Et en France, il y a une islamophobie qui monte parce qu'on s'imagine que l'islam est quelque chose de violent. Or, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est un islam de France importé de je ne sais où. Au Maroc, il y a moins d'insécurité, vous constatez, en moyenne? Bah,
Il n'y a pas d'insécurité au Maroc. Enfin, moi, j'habite à Marrakech. Il peut y D'accord. avoir des fois, des vols de sacs à main, oui, ça peut arriver. Mais de là à vous dire qu'il y a de l'insécurité, genre, c'est-à-dire que votre intégrité physique est en danger, non, non, il y en a pas du tout. Moi, je vous invite à venir, je vous balade quand vous voulez, dans la médina, pas même à partir de 11 heures du soir, vous risquez rien du tout. Puis il y a de la police en civil, il y a un système sécuritaire extrêmement bien foutu ici, je vous assure. Et puis les gens sont pas violents dans l'âme, c'est-à-dire que oui, on peut effectivement vous piquer votre portable, ça peut arriver partout, mais de là à vous dire qu'ils vont aller vous mettre un coup de couteau pour vous le piquer, là non. On n'est pas du tout dans cette démarche-là et c'est un pays qui est beaucoup plus sûr que la France, mais à 100 fois, c'est des années-lumière, vraiment ça n'a rien à voir. Et il y a pas que vous savez qu'il y a pas que le Maroc, hein. La Turquie, vous y allez, c'est pareil, hein. On s'imagine que la Turquie est un pays islamiste, c'est un pays laïque, hein, alors ça peut déplaire aux musulmans pratiquants, hein, je peux comprendre, mais c'est un pays laïque où on peut voir pendant le ramadan des femmes en mini-jupe en train de boire de la bière dans la rue, ça peut arriver, hein, donc la Turquie n'est pas du tout ce qu'on croit et c'est un pays où vous allez n'importe où, vous êtes en sécurité. Voilà, donc je le dis, hein. De toute façon, à part la France, les États-Unis, peut-être l'Angleterre, l'Allemagne, on vit parfaitement bien et en sécurité dans beaucoup de pays du monde. Il faut quand même le savoir. Vous allez en Donc Thaïlande. là-dessus aussi, les médias nous mentent et nous véhiculent une image, dévoyée de pas Bah, mal de pays. oui, puis après, ils vous sortent des chiffres du style, «Ah bah, sur 100 violeurs, 77 étaient étrangers quand même, hein. Ah bah, ça, c'est dommage alors». Alors, je dis pas que les étrangers sont totalement des violeurs, seulement sur la multitude de personnes depuis le règne de Macron, on a déjà fait rentrer presque 3 à 4 millions de personnes. Est-ce qu'on se rend compte? C'est presque la moitié de la population de Paris, des Parisiens. On C'est fait rentrer énorme. C'est pour faire régner la division finalement. beh, évidemment, évidemment. Ils font rentrer en priorité un maximum de musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va pas être compatible avec les valeurs françaises anciennement chrétiennes. Ils savent que ça va se heurter, ça va créer du communautarisme et ça sert complètement leur pouvoir puisqu'ils savent que tant que les Français ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas se révolter. Oui, Absolument. Oui, oui, et ils font rien pour, les aider à s'intégrer et en tout cas pour, et tout pour qu'ils soient stigmatisés comme on dit, tout simplement. à chaque fois qu'il y a un Français blanc de souche qui se fait assassiner, il n'y a pas un mot dans les médias et le délinquant est relâché s'il est mineur tout de suite, 48 heures après. Que si c'est le contraire, par contre, attention. Voilà, c'est le deux poids, deux mesures qui est absolument calculé, fait exprès pour d'abord chasser les autochtones, c'est-à-dire les Français de souche, les chasser, comme ça s'est passé dans le 93, moi je viens de là. Beaucoup de dits blancs de souche se sont tirés, les remplacer Mmh. par des populations principalement musulmanes. Et ensuite, on fera du 9-3, on en fera une future Palestine. On les mettra dans des ghettos et on leur fera bien comprendre que ce terroir appartient à BlackRock, ça, c'est appartient à Goldman Sachs. C'est ce qui va se passer. C'est l'oligarchie qui va reprendre le territoire français, comme ils le font avec l'Ukraine. C'est abject. Je comprends très bien la stratégie, effectivement diabolique. Hem et d'ailleurs d'après vos informations, le roi du Maroc, quelle est sa position et son sentiment par rapport à ces projets selon vous? Je ne peux pas parler à la place du roi du Maroc, parce que en fait, primo, je ne sais pas la question, je n'ai Mmh. pas la réponse à votre question, à ta question. Et deuxio, je préfère franchement ne pas parler au nom du roi du Maroc. Vous savez, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ici. Je comprends. C'est à lui de dire ce qu'il a à dire, je ne peux pas parler à sa place, hein. Moi, je suis, ressortissant et je le respecte, je suis chez lui. Le Maroc est une royauté. Ça veut dire que la terre du Maroc lui appartient, je suis chez lui, je suis son invité. Donc je ne pourrais pas me permettre de parler à sa place. C'est bien lui qui détient le pouvoir au Maroc, lui et lui seul? Non, il y a quand même un gouvernement, mais Oui. il détient des pouvoirs, mais pas tous. Oui, il y a un gouvernement, bien sûr. C'est une Comment monarchie. vous pourriez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, Bah, le partage de pouvoir? c'est une monarchie constitutionnelle, après je ne m'y suis pas intéressé plus que ça parce que j'ai pas mon mot à dire dans les affaires politiques internes. Je ne suis que ressortissant. Donc Et parmi les membres du gouvernement, est-ce qu'il y aurait selon vous non, des non. gens de Davos? Non. Ah, s'il y a des gens de Davos, alors ça, en fait, je pense que oui, hein, mais j'ai pas été vérifié, mais je pense que oui, ils sont partout. Ils sont partout, ils sont au Venezuela, ils sont, dans tous les pays du monde.
Donc oui, oui, je pense qu'il y en a dans des pays africains aussi, hein, du sud, il y en a partout des agents de Davos, partout. D'accord. Partout où il y a pas la Russie. Bah, parce que même si la Russie a participé à Davos, actuellement, ils font un contrepoids quand même, hein, ils ont débarqué la France, du Niger, du Nigeria, de la côte pas de la Côte d'Ivoire encore, mais du Burkina et cetera. C'est les Russes, hein, qui sont derrière, qui font contrepoids, hein. Ils leur disent: «Maintenant, on va vous aider, on va vous libérer, on va vous donner des céréales, on va vous permettre d'apprendre à vous-même exploiter vos propres richesses, mais par contre, vous dégagez la France». Ce qui s'est passé. Et vous conseillez pour l'avenir, quel type d'action? Parce que vous réinformez beaucoup, ce qui est déjà précieux, à travers vos vidéos, votre humour, votre énergie, ton humour, ton énergie, mais que faire? Que conseiller aux citoyens? Ça, ce n'est pas facile comme question. C'est une question importante parce que c'est la question la plus importante en fait. Croire au système démocratique, du vote, du suffrage universel, je n'y crois absolument plus parce que depuis maintenant quelques années, ils truquent clairement les élections. Voilà, clairement. On a vu aux États-Unis, c'est absolument monstrueux, on sait qu'ils ont volé plus de 10 à 20 millions de voix pour donner Biden gagnant aussi largement, quoi. Donc, parce que Trump avait au moins 7 ou 8 millions de voix d'avance. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir, hein. Là, ils s'apprêtent à retruquer la prochaine. Ils essayent d'enfermer Donald Trump. En France, il y a des données qui nous disent que Macron n'a jamais été élu en 2017. Même Est-ce que vous dites pour les États-Unis, c'est vérifiable où? Avant que YouTube me retoque et que des ouais, internautes c'est pas c'est pas vérifiable. C'est-à-dire le qu'il y a, film 2000 mules, est-ce que le documentaire 2000 mules apporte déjà des éléments précieux? c'est ce que j'allais dire, voilà, déjà regardez ça. Heu Mmh. et après derrière, bon, il y a des États qui le disent, qui le révèlent maintenant. Il y a des États américains qui disent: «Bon, non, mais là, il y a vraiment eu du vol, il y a eu tant de faux bulletins, c'est énorme, 200 000 faux bulletins par État, enfin, c'est un truc de fou». Donc ils ont vraiment falsifié et puis, je sais pas, il faut avoir un petit peu d'intelligence et de bon sens, quoi. Ça se voit quand même, mais ça se voit. Vous avez un grabataire qui sait même pas marcher droit, qui ne sait pas monter un escalier d'un côté et de l'autre, vous avez un mec qui remplit les meetings et qui fait salle pleine dans les stades. Ça se voit quand même. C'est comme à l'époque de Macron qui faisait 3 personnes dans ses meetings, pendant que même Asselineau remplissait des salles et que Marine Le Pen, elle faisait salle comble. Ça se voit quand même que on se fout de la gueule du monde. Vous allez pas me faire croire que Macron a été élu, je n'y croirais jamais. Mais jamais tu peux essayer, même avec de la gégène, à me planter des pics dans les testicules, je n'y croirais pas. Ce mec n'a jamais été élu. Il a été placé par les Rothschild, basta, point final. Et il va rester le plus longtemps possible. Et s'il faut qu'il déclenche une guerre pour y rester, il restera. Et il le fera. Parce que c'est des malades. Vous comprenez? Des malades. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Alors, la solution, est-ce qu'il faut voter? Oui, mais s'il n'y a pas un vote massif ou qui ne pourra pas être falsifiable, c'est-à-dire on est sur du 80%, Ouais. il ne se passera jamais rien. Or, on sait très bien qu'il n'y aura jamais 80% contre le système, parce que les gens roupillent. Donc, j'y crois pas du tout. Hem, la guerre civile, surtout pas. Ça veut dire que les Français s'affrontent entre eux, entre communautés, et que pendant ce temps-là, le pouvoir peut continuer à commander 10 000 bouteilles de champagne, comme ça s'est passé récemment. Heu, non, il faut que les gens s'allient, se réveillent, pointent du doigt le même ennemi et y aillent, comme ça peut se passer dans certains pays où ils sont allés avec les pelles, les pioches, y en a. Et on suit les agriculteurs aussi. Mais quand un mouvement comme les gilets jaunes part et qu'il y a même pas 1 million de personnes qui suivent, alors que ça concerne la France entière, eh ben, je trouve que je me pose la question de savoir pourquoi je m'intéresse encore à la France et aux Français. C'est pas normal, Ça vous désespère? Ça te désespère? complètement, complètement. Ça me tue de Tu savoir que je peux pas rentrer dans mon pays, quoi. t'attendais à ça? Non, franchement, je pensais qu'à ce degré de gravité et surtout depuis le Covid, avec ce qu'on a essayé de faire, hein, d'injecter des poisons illégaux, pardon de le dire, hein, c'était totalement illégal et expérimental, on n'a pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Je pensais vraiment que les gens allaient se révolter. En fait, non, à 80 ils ont accepté. Donc je crois qu'il y a plus grand chose à faire. Mais non, mais je suis un peu désespéré, je le dis honnêtement. Alors donc je dirais à ceux qui auraient envie de trouver une solution, c'est de fuir, s'expatrier, s'exiler. C'est la seule solution, selon toi? Aujourd'hui, je crois, je crois. Je crois qu'on n'a pas, je crois que les gens éveillés qui ont envie de faire avancer les choses n'ont pas d'autre choix. Ils sont tellement minoritaires qu'ils n'ont pas d'autre choix que de s'exiler, qu'ils veulent pas être en danger, hein. Quand on met un mec comme Soral en prison pour 40 jours pour avoir dit
grosse lesbienne. Je pense qu'il est le temps est venu de partir, très loin. Le Maroc est une solution? Il Oui, faudrait pas qu'on vienne trop nombreux. Enfin, on n'est pas très nombreux, peut-être. le Maroc est une solution. Le Maroc est engorgé à l'heure où je vous parle. Marrakech, c'est noir de monde comme ça n'a jamais été depuis le mois de janvier. Les gens viennent, ils viennent voir, ils veulent installer, ils veulent acheter. Ça a fait grimper les prix, ça a multiplié par 3, malheureusement. Oui, 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 le Maroc est une solution. Je pense que le Maghreb, dans son ensemble, est une future zone riche parce que c'est proche de l'Europe et que je pense que beaucoup d'Européens vont s'exiler dans ces régions-là. Tunisie, alors l'Algérie, c'est un peu fermé, mais pourquoi pas. Et bien entendu, le Maroc est le pays le plus avancé, le plus développé touristiquement du Maghreb. Je pense que le Maghreb va devenir une future zone riche de repli, absolument, je suis persuadé. Avec plus de liberté qu'en Occident, peut-être? Mais c'est pas du tout comparable, bien entendu, c'est pas du tout comparable. La preuve, moi je suis pas emmerdé ici, on me censure pas, on me reçoit pas en garde à vue parce que j'ai osé dire que je soutenais, les Palestiniens. Comme c'est le cas là, on reçoit des hommes politiques et des femmes politiques maintenant, pour apologie de terrorisme. Qu'est-ce qui se passe Il n'y a chez pas de QR code à présenter? Actuellement, non. Mais par contre, oui, on a eu le QR code pendant la crise Covid, comme tout le monde, c'était mondial, hein. Mais non, là, non, il y a pas d'obligation vaccinale, il y a pas de QR code, il y a rien du tout. Et puis, il y a aussi un autre truc que je voulais dire, c'est cette propagande LGBTiste, occidentale, hein, Mmh. chacun se positionne comme il veut par rapport à ça. Je tiens juste à dire que, ce LGBTisme est financé par George Soros, n'est-ce pas? Comme les Femen, comme tous les mouvements qui essayent de foutre le bordel, comme les Black Lives Matter, et cetera. Assa Traoré, c'est lui qui finance tout ça derrière avec Rothschild. Et il faut savoir un truc, c'est que le LGBTisme, c'est du talmudisme appliqué. Je tiens à le dire aussi. Parce que le système de genre, la théorie du genre et les 8 genres sont écrits dans le Talmud. Hein, donc il faut savoir un truc, c'est que les gens qui disent: «Oui, si, si, c'est vrai, on a différents genres, et il faut absolument que les gens se distinguent», bah, c'est du talmudisme, hein, les gens doivent le savoir. Et donc ça ne passe pas dans les pays musulmans. Il y a pas de LGBTisme au Maroc. C'est même pas la peine de rêver. Voilà, il y en a pas. C'est écrit dans le Talmud que tu as lu également ou tu Dans le Talmud, oui, je entièrement? l'ai partagé sur mon canal Telegram, l'extrait, le passage du Talmud. Il y a 8 genres reconnus dans le Talmud, 8 genres sexués humains, hommes, femmes, non sexués, qu'on appelle tumtum. C'est le tout seul truc que j'ai retenu. Il y a les femmes qui naissent ensuite en développant des caractéristiques masculines, les femmes qui naissent avec caractéristiques masculines avec intervention chirurgicale, puis le contraire, hommes qui naissent avec caractéristiques féminines, puis avec intervention, et il y a encore 2 autres genres dont je ne me rappelle plus, mais globalement, on y est, quoi. Voilà. Et tout ça, c'est du LGBTisme. Et c'est financé par un talmudiste qui s'appelle George Soros, un milliardaire qui tapine pour Rothschild. Faut le savoir, hein. Si vous le savez Oui, mais quand on lit tout ça, tout s'éclaire finalement, tout se tient. tout, bah, pourquoi croyez-vous qu'ils soutiennent tous Israël à mort, à mort, à mort? Parce que ceux qui sont là-haut à la tête de la Fédérale Banque américaine, c'est les Rothschild, et que l'argent du BlackRock qui rachète tout, y compris la dette française, je tiens quand même à le dire, si demain BlackRock revend la dette française, on est mort, hein. On s'écroule, on fait faillite tout de suite. C'est l'argent des Rothschild, entre autres, entre autres. Et donc, c'est eux qui mènent la danse. Rothschild, c'est lui qui a créé l'État d'Israël. Et Rothschild, c'est son ancien empire, c'est Khazari. C'est la Khazarie, c'est l'Ukraine. Donc, si on comprend pas ce qui se passe, c'est l'empire des Rothschild. Ils étendent leur pouvoir. Ils étendent et ils veulent étaler leur plan mondial, talmudique, leur vision. Et puis, il y a des fanatiques comme Netanyahou qui dit que clairement, ils accomplissent la vision d'Ésaïe. Si vous lisez le livre de Josué, de la Bible, de la Torah, de la Bible, de l'Ancien Testament, c'est écrit que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire le massacre du peuple palestinien, ils l'ont déjà fait dans le passé. Lisez le livre de Josué, passage de la Bible. Qu'on ne me dise pas que c'est pas biblique. C'est totalement biblique ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Pour eux, hein. Pour nous, c'est du massacre. Mais pour eux, c'est biblique. Ils ont le droit. La dynastie Khazar est une dynastie d'imposteurs, c'est ça? Ouais, bon, je peux pas rentrer là-dedans parce que moi, je ne suis pas d'accord spécialement avec ce qu'on dit sur la Khazarie. Donc j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là. Tout ce que je peux dire, c'est que dans le Talmud de Babylone, il est écrit clairement qu'un non-juif n'est pas un être humain. Comme il parle des Palestiniens, Netanyahou, il dit que c'est pas des êtres humains, ce sont des semi-animaux. Eh bien, ils ont la même teneur,
à votre propos, au mien, on n'est pas des êtres humains pour eux, et donc ils ont le droit de nous tuer, de voler nos biens, etc. C'est écrit, c'est leurs écrits. Quand un gamin de Et 5 ans, c'est vérifiable, on peut trouver le livre en question, il faut le oui, dire aux spectateurs. sans aucun problème. Voilà. Le seul problème du Talmud, c'est que c'est pas gratuit, il faut l'acheter. Je pense qu'il était gratuit, beaucoup de monde saurait beaucoup plus ça. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, on a affaire à des fanatiques, et des fanatiques qui sont, comment dire, embringués dans cette idéologie talmudique, raciste. C'est hyper raciste et racialiste. Hein. J'ai jamais vu un truc aussi raciste de ma vie, jamais. Traiter les êtres humains d'animaux, euh, qu'est-ce que je disais? Oui, les mecs sont embringués depuis l'âge de 4 ans, 5 ans là-dedans. Donc fatalement, tu leur donnes une arme à 18 ans, vas-y, il va tuer des animaux, et les mecs, ils se régalent. C'est comme ça qu'on les voit, les mecs de Tsahal. Ah, mais c'est génial, ça manque de bébés, il n'y a pas assez de bébés, c'est dommage. J'en ai entendu un qui disait ça, il appelait sa mère. J'aurais voulu tuer plus de bébés, mais il n'y en avait plus. Mais pour dire un truc comme ça avec le sourire à l'âge de 22 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi. C'est que t'as été manipulé depuis ton enfance à croire à un truc qui est grave. Mais c'est plus des humains pour moi. C'est eux qui sont plus humains. Ils sont sortis de l'humanité. Pour moi, Oui. on a affaire à des fanatiques extrêmement dangereux qui ne, à mon avis, ne se dérangeraient pas à me faire mettre une balle dans la tête si j'étais en face d'eux. Euh, et on est en train de les défendre avec les États-Unis derrière, la complicité de Macron et de ses sbires, et de tous les sbires du Forum économique mondial occidentaux. On n'a plus le droit de les critiquer. Mais moi, je sais pas quoi dire en fait. Parce que j'ai pas envie de dire, ouais, d'accord, on va leur déclarer la guerre puisque c'est comme ça. Non, non, c'est eux qui nous déclarent la guerre. Mais on fait quoi? On fait quoi? Ils ont été formatés à la façon, MK Ultra avec ce genre de technique, c'est la même chose. Ah bah, quand vous prenez un gamin à l'âge de 2-3 ans, et que vous commencez à bien lui bombarder le cerveau avec une idéologie, vous savez, on peut lui faire avaler n'importe quoi. On peut lui faire croire qu'il a été élu directement par Dieu. On peut lui faire croire vraiment absolument n'importe quoi. Donc, oui, c'est un genre de programmation mentale, oui. Voilà, on est là-dedans. Puis surtout, on est dans une eschatologie. On est dans des temps eschatologiques religieux pour eux. Nous, on est devenus athées en France. On n'a plus la foi, on ne croit plus en Dieu. On a oublié tout ça. Mais eux, non. Hein. Eux, ils sont à fond là-dedans. Quoi. À fond, à fond, à fond là-dedans. Voilà, donc on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne parle pas des mêmes choses. Nous, on parle de droits de l'homme et eux, ils parlent de vision d'Isaïe. Ils parlent de Judée-Samarie, terme Qu'est-ce que biblique. c'est au juste? Vous pouvez expliquer ce que c'est aux spectateurs? Non, même pas, parce que ça m'intéresse pas, en fait. Je me suis pas intéressé à ça parce que je me suis dit: «Mais si les mecs, ils utilisent un langage biblique». Tu vois? Par exemple, comment il s'appelle, le fameux député franco-israélien, Meir Habib. Le mec est franco-israélien, mais il tapine que pour Israël. Qu'est-ce qu'il fout à l'Assemblée nationale? Lui et 70 députés franco-israéliens. Qu'est-ce qu'ils foutent à l'Assemblée nationale? À part y faire la pluie et le beau temps, à dicter les lois à Macron, comme le CRIF qui donne ses ordres. Mais vas-y, yallah, quoi. Mais mettons le drapeau israélien sur la France. Enlevons donc le bleu, blanc, rouge. Laissons blanc, bleu. Non, mais sérieusement, quoi. Déjà, le drapeau européen, il est déjà presque blanc, bleu. Non, mais je veux dire, Meir Habib, c'est un type qui a été condamné en France pour terrorisme. Est-ce que vous le savez, ça? J'en ai entendu parler. Voilà. Donc, on a un terroriste qui nous explique ce qu'il faut faire et ce qu'on a le droit de faire et de pas faire, et de penser et de pas penser. Mais on est dans l'absurdité la plus totale. C'est complètement fou. Quoi. Donc bon. Et puis là, on a appris que maintenant, ils vont créer une armée israélienne sur le sol français pour défendre la diaspora juive française. Tout ça adoubé par Darmanin. Si elle était attaquée en fait, Non. alors que Est-ce que tu imagines un imam dire on va créer une armée musulmane hein, pour défendre les musulmans de France? Est-ce que tu imagines un curé dire on va créer une armée chrétienne avec des templiers, des épées, parce qu'on va revenir aux croisades? Non mais, parce que c'est là qu'on est, hein. C'est là que eux ils sont. Hein. C'est-à-dire, moi, je suis atterré de voir que personne ne réagit. Ça me rend hystérique. Voilà. délirant. L'Iran? Non, j'ai dit c'est délirant. Ah, j'ai compris Mais juste on l'Iran. peut parler d'Iran aussi, qui est un beau pays. C'est délirant. Oui, oui. Ce qui me tue dans cette histoire, c'est qu'effectivement, on peut être contre
certains gouvernements, oui, l'Iran, c'est pas top comme régime peut-être politique, je veux bien l'entendre. Mais vous savez, les Iraniens sont des gens charmants, les Turcs sont des gens charmants, les Marocains sont des gens charmants. Les gens n'aspirent qu'à une seule chose dans le monde, c'est à vivre en paix. Ils veulent vivre en paix. Quand vous allez en Iran, j'ai un pote qui est allé en moto, il a jamais été aussi bien reçu de sa vie que en Iran. Et pourtant, il avait traversé la Turquie, il avait des tas de pays où il avait été très bien reçu. Mais en Iran, il s'en est jamais remis de la gentillesse des gens. Donc, euh, il faut, et moi je pense que les Français, le monde entier devrait être plus curieux, voyager davantage, connaître davantage les autres civilisations, les autres peuples, parce qu'on va s'apercevoir que les gens sont très heureux de vous accueillir en général. Euh, Surtout les pays assez fermés, comme ça, qui vivent un peu reclus, quand il y a des étrangers qui viennent, ils sont heureux de les voir. Ils les attendent pas avec le couteau, genre à la Ouadbar, on va mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Si vous saviez la qualité d'accueil des Marocains et des plus pauvres, plus vous allez dans un endroit pauvre et plus ils sont accueillants, ils vous sortent le thé, ils vous sortent tout de suite les gâteaux, vous avez rien demandé. Moi, je me rappelle en Égypte, quand j'étais jeune, je suis avec mon père, j'avais peur. Hein, à l'époque, j'étais assez raciste, et assez arabophobe et islamophobe à l'époque. J'avais 15-16 ans et c'est vrai qu'à l'école, j'avais affaire à des bandes maghrébines qui me harcelaient et donc j'étais devenu raciste. Ouais, je le dis. Hein. Et mon père me dit, on va en Égypte, on va faire un tournage. Mon père était cinéaste. Et je me rappelle, on arrive dans une famille, euh, chez la guide égyptienne. Et elle nous amène chez elle et sa maman nous voit. Elle ne savait pas qu'on allait venir. Elle a tout de suite mis son turban sur elle. Elle était dans la cuisine. Elle a pris le pigeon qu'elle venait d'acheter au marché. Elle a commencé à le déplumer devant nous parce que pour nous faire à manger. Ça m'a tué, quoi. Je m'en suis jamais remis, quoi, d'un truc comme ça. J'ai dit, mais elle nous connaît pas, c'est pas qui on est. Une Française dirait, dites donc, vous pourriez quand même prévenir avant. Non, non, elle, gênée comme tout parce qu'elle avait rien à nous offrir. Elle a déplumé le pigeon, elle l'a fait cuire, on a été obligé de rester pour le bouffer. Pour moi, ça m'a demandé un effort parce que j'avais jamais vu un pigeon se faire plumer. Mais elle nous a donné tous les chocolats qu'elle avait depuis 2 ans. Mais c'était d'une hospitalité hallucinante. Mais j'ai jamais vu ça nulle part en fait. Et ça, c'est l'islam. Ça, c'est les musulmans qui sont comme ça. Ils sont extrêmement accueillants et chaleureux, partout où vous allez dans le monde. Donc, vous voyez, moi, j'ai une image qui est devenue totalement contraire à ce que j'avais quand j'étais un enfant du 9-3 et victime de bandes de maghrébins qui, effectivement, m'agressaient. J'ai eu après l'image inverse. J'ai dit, mais ils sont super, ces gens, en fait. Et c'est pour ça que je suis parti au Maroc, pour ceux qui veulent me poser la question un jour. Pourquoi vous êtes parti là-bas? Parce que c'est top. Mais venez. Voilà. Venez, Je vous mais invite. pas trop longtemps. Vous nous invitez? On Ah, mais arrive. sérieusement, venez, Vous nous invitez. vous allez être très surpris de la qualité de vie qu'on a ici, par rapport à ce que vous avez en France. Voilà. On a Avec, très envie d'y aller. avec 1500 euros ici, vous vivez tout à fait correctement. Hein, voilà, donc en France, avec 1500 euros, je crois qu'à partir du 15 du mois, vous n'avez plus rien à bouffer. Bon, Absolument. D'autant plus à Paris. bah oui. Puis, là, on ne parle pas du QR code qui arrive pour le mois de mai, pour les Parisiens, et à mon avis, c'est une mesure qui ne bougera plus. C'est-à-dire qu'une fois que les Jeux Olympiques auront passé, vous aurez encore le QR code, vous aurez encore l'identification numérique, etc. Et les Parisiens, ça va devenir une habitude. Et comme ils se sentiront plus en sécurité, parce que les racailles ne pourront plus rentrer, sans QR code, ça va Mmh. devenir une zone 15 minutes, là, vous savez ce qu'ils veulent faire avec les Oui. barrières, machin. Les racailles rentreront plus, il y aura une parfaite sécurité. Tout le monde dira, mais c'est vachement mieux comme ça. Et ça va généraliser. Toujours soi-disant au nom de votre bien. C'est Donc pour tu illustres, voilà, tu illustres parfaitement cette phrase, que l'humour est la politesse du désespoir. Finalement, tes vidéos très drôles, souvent très drôles, cachent un immense désespoir et une très grande lucidité. complètement. Et pour finir, je disais, c'est pour ça qu'ils laissent grimper l'insécurité. C'est pour pouvoir ensuite dire, bah, on a des mesures ultra sécuritaires si vous voulez. Et comme ça, il n'y aura plus de problème et les gens diront, mais c'est génial. Parce que ça y est, enfin, on peut sortir sans se prendre un coup de couteau. Ils diront, ah bah oui. Tu vois, alors que dans un temps normal et dans un pays normal, il n'y a pas besoin de mesures ultra sécuritaires pour que tu puisses aller chercher ta baguette sans te faire poignarder. Hein. Exactement. Voilà. Ben, tu viens au Maroc, il n'y a pas besoin de mesures ultra sécuritaires. Pourquoi? Parce que les gens ne se poignardent pas. Il n'y a pas de racaille. La police, elle fait son travail et quand elle arrête un délinquant, ils ne le relâchent pas comme ça. La police fait vraiment son boulot et la justice suit la police
et le peuple respecte l'autorité et respecte la police. Ils vont pas lui dire casse-toi, va faire un tour de moto, comme j'ai vu une Kaira qui disait à deux motards français qui intervenaient là, mais va faire un tour de moto, toi, le fils de pute. Il lui a dit comme ça au motard, mais le mec, il dit ça à un flic, à un motard marocain. J'ose même pas imaginer ce qui lui arrive. Voilà, donc dans un pays normal, il y a l'autorité, et l'autorité, elle exerce son droit, et le peuple obtempère. Il n'y a pas de refus d'obtempérer, pas de délit de fuite. C'est point, c'est tout. Si tu fais ça, bah, tu te fais gauler. Et quand tu te fais gauler, tu es très mal barré, parce que c'est un pays normal. Les États-Unis, on pourrait dire que c'est un pays normal parce qu'ils ont une grosse répression, sauf que là-bas, il n'y a rien de normal, parce qu'ils ont tous des flingues. Comment on peut être normal en ayant des flingues? C'est sûr. Il vaut mieux avoir un instrument de musique entre les mains Oh. comme toi. Tu joues de quel instrument d'ailleurs, pour Alors t'accompagner moi, au chant? je joue du piano, de la guitare, de la basse. Tu produis au Maroc régulièrement? Non, j'ai arrêté de jouer depuis le Covid, Tu peux pas depuis reprendre? 2000. Bah, parce que ça a été très long, on n'a pas pu jouer pendant plus d'un an, et j'étais moi-même à ce moment-là en formation, paramédicale, donc en médecine chinoise, et donc j'ai été diplômé dans la foulée, et donc je suis parti dans la thérapeutique, et je suis pas revenu pour le moment dans la zik, même si en ce moment ça me titille un peu, j'ai vraiment envie de revenir quand même, chanter un peu parce que ça me manque. Voilà, c'est tout. Très bien, très Et bien. Tu donnes très envie d'aller te saluer au parce que ça fait vraiment rêver, vue de France. Voilà, la France qui était un phare dans la nuit, mais qui est un phare qui a tendance à clignoter un petit peu. Donc on va faire au mieux, on reste en contact. Je crois qu'il faut que les amitiés, comme l'amitié franco-marocaine, demeurent, tout comme l'amitié franco-russe qui a été malmenée à dessein, bien sûr. ouais, Et ton témoignage est très précieux et très beau. merci. Et on va continuer à écouter tes vidéos, à être nombreux avec tous tes fans. Je salue ici Sandrine et Carole qui t'adorent, et Carole, grâce à qui cette interview a été possible. Donc moi, je tiens à t'embrasser très fort et à dire merci. Donc au nom de tout Tribune Libre, merci pour ce très bel entretien, et Merci. à bientôt Jim. Je te laisse le mot de la fin si tu le veux bien. Merci à toi, non, merci à toi déjà, et oui, le mot de la fin, je dirais que le plus important, que souvent des gens me disent, «Mais tu veux qu'on se révolte, machin, et toi tu fais quoi toi?» Mais je prends des risques depuis plus de 10 ans à visage découvert, à vous dire ce que je vois et à dénoncer le diable là où il se cache. Je pense que c'est quand même un risque et que c'est quand même quelque chose d'important de faire de la réinformation. Donc j'ai envie de dire à tous les gens qui me suivent de faire la même chose. Parce que moi, je ne suis qu'un citoyen lambda, je ne suis pas un journaliste professionnel, mais si vous relayez, comme je le fais, tous les articles et toutes les vérités, toutes les choses vérifiables, comme je le fais, vous verrez il y aura moins de crétins et moins d'obéissants sur Terre et plus de rebelles. Et qu'à ce moment-là, nos rangs vont grossir. Ça veut dire ne pas compter seulement sur les alerteurs, sur les journalistes, etc., mais compter sur vous-même aussi pour partager l'information. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Devenez des êtres humains. Être humain, ça veut dire engagez-vous pour la vérité. C'est très important. On est dans une guerre contre le mensonge. Il n'y a que par le mensonge que le mal prospère. Et pour lutter contre le mensonge, c'est faire circuler la vérité. Ne pas croire les médias qui sont totalement à la botte de ces gens-là. Faites vous-même votre travail de partage d'infos et de vérité et le monde redeviendra lumineux. Merci beaucoup. Merci infiniment.